Pas fait le message, hein. Bien, bah bonjour à tous, excusez-moi, du coup j'attendais le signal. Bonjour à tous, bah, je me présente peut-être d'abord pour dire que bah, voilà, je vais vous parler des programmes et des projets d'habiter sous la mer pour en tirer un enseignement vers le spatial, vers l'habitat spatial, donc je suis absolument pas spécialiste. Donc pour me présenter, comme je disais, moi je suis sociologue, en fait je suis pas du tout ni architecte ni ingénieur spécialiste de ces questions. Je suis sociologue et je travaille depuis quelques années en fait sur une espèce de socio-histoire, j'appellerais ça comme ça, des programmes et projets d'habiter sous la mer dont je vais vous parler un peu et je vais voir aussi ce qu'on peut en tirer comme rapprochement, comme intérêt pour les questions de conception d'habitat lunaire ou spatiaux plus généralement. Donc pourquoi le rapprochement en fait que je vous propose, pourquoi ce rapprochement, cette connexion entre le domaine spatial et le domaine sous-marin? Eh bien, c'est pas seulement mon travail et l'invitation d'Olivier, que je remercie au passage, qui fait que je vais vous parler de ça. C'est aussi parce que c'est une vraie question qui a intéressé les pionniers de l'exploration du monde sous-marin et de l'installation dans le monde sous-marin. Ce rapprochement, ils l'ont fait eux-mêmes, c'est-à-dire qu'effectivement, là, je vous montre un peu, justement, pour illustrer ça, une petite illustration tirée d'un livre paru dans les années 70, mais le schéma, voilà, le schéma, bon, on peut le dater au moins à 65 avec l'existence d'un projet d'habitat sous-marin de Cousteau qui s'appelle Précontinent 3 qui figure dessus, mais voilà, le schéma date à peu près effectivement de cette période-là et nous montre en fait comment effectivement ces pionniers du monde sous-marin, puisque c'est un article du professeur Chuteau, qui a été un des physiologues qui s'occupait de la plongée profonde, comment il pensait cette exploration en connexion totale avec le monde spatial, hein, comme vous le voyez, on a des capsules habitées, etc., des satellites et autres, pour dire que c'est vu comme un tout par ces pionniers. Autre élément de rapprochement qu'on peut faire, ben, je vous montre quelques images comme ça. On parlait de Skylab hier, Skylab en 73. Voilà, des simulations subaquatiques faites par la NASA pour entraîner les astronautes à l'apesanteur. Voilà, on le fait sous l'eau, comme vous pouvez l'apercevoir sur cette photo en noir et blanc. Il y a à la fois des plongeurs avec des bouteilles de plongée ordinaire et puis des astronautes en scaphandre et qui s'entraînent. Je donne une autre image un peu plus tard, puisque ça date de 83 en fait. D'autres entraînements en fait qui là, enfin je l'ai pris pour c'est un peu redondant, mais aussi pour montrer un peu qu'on est finalement dans des configurations, même s'il s'agit même s'il s'agit pas d'un habitat, hein, de module que vous voyez sur la gauche, il s'agit bien effectivement d'un environnement qu'on va retrouver aussi à la fois sous l'eau et dans l'espace, puisque c'est ça qu'ils sont en train de simuler. Donc on trouve plein d'images comme ça et plein d'infos comme ça sur le site de la NASA. Une approche aussi, parce que bon, je prétends pas avoir un regard technique sur ces questions-là, donc je montre aussi une vue d'artiste, une vision artistique du lien entre ces espaces qu'on appelle parfois analogues, par le photographe sous-marin Peter Alexander Razor, qui a fait plein de photos un peu de ce type pour montrer aussi, pour rapprocher un peu ces univers un peu de manière un peu onirique, un peu science-fiction, etc. Donc voilà pourquoi j'entends rapprocher ces domaines. Alors Olivier m'a gentiment invité en me programmant sur la rubrique humain. Hein, je vais m'occuper de l'humain en tant que sociologue, ce qui tombe bien. Ça m'a un peu aussi
interroger, du coup, je vais un peu développer ça de manière un peu différente, c'est-à-dire m'intéresser à la fois au social, je suis plutôt sociologue, à l'humain et même à l'architectural dans ces questions, et vous expliquer un peu comment moi je vois les choses et comment je pense aussi qu'on peut transposer à ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez commencé à faire dans ce workshop. Donc social, on en a parlé, ça a été un peu évoqué hier, notamment par Olivier, je crois, l'idée que effectivement ce type de projet, c'est une aventure politiquement incertaine en temps de crise écologique, etc., qui inquiète du coup les terriens ou les terrestres, comme je l'ai écrit. Je pourrais vous raconter une petite anecdote, je la raconte tout de suite au passage. Moi, je suis en train de faire, j'ai obtenu la réponse favorable hier, je suis en train de faire publier un texte de Cousteau, du commandant Cousteau de 76, une interview qu'il avait faite, une discussion qu'il avait faite à la NASA avec Stewart Brand. Et aujourd'hui, publier ça, une espèce de projet comme ça, c'est extrêmement difficile en fait, dans des publications s'intéressant à l'environnement, à la pensée environnementale, etc. Il y a une espèce de méfiance vis-à-vis de ce genre de discours. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Voilà. En termes d'architecture, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, c'est... donc, je vais revenir un peu sur cette question du social et du question de la réception, de l'acceptabilité de ces questions-là. En termes d'architecture, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la dimension en fait de création, de stimulation, etc., de création de formes, etc. Ce type d'enseignement, de workshop, etc., a son intérêt par rapport à la question elle-même, mais un intérêt, je pense, un peu plus large aussi, un retour un peu plus large sur la pratique architecturale elle-même, et moi, même si je ne suis que sociologue, ça m'intéresse aussi. Puis, je vais venir aussi à l'aventure humaine, en fait, qu'il y a derrière, en essayant de montrer, en fait, et là, je suis au cœur un peu de ce que je fais, des travaux que j'ai pu faire là-dessus, que la question, c'est le passage entre la dimension exceptionnelle que vous avez pu entreapercevoir dans les présentations qui ont été faites hier. Effectivement, on est toujours dans l'exception, dans le petit nombre, dans le petit groupe, etc. Et dans des qualités aussi exceptionnelles des intervenants. Comment on passe en fait de ça à finalement un habité ordinaire. Comment on part d'un univers inhospitalier, d'un environnement inhospitalier à quelque chose qu'on essaie justement de rendre habitable. Voilà. J'ai bien vu ça hier, par exemple, dans la dernière intervention de notre designer d'hier. Donc, je commence par cette dimension sociale, ou cette partie de la dimension sociale que j'ai identifiée, en vous montrant quelques images pour vous alerter aussi sur, pas pour vous arrêter, mais pour vous alerter, vous inciter finalement à le prendre en compte, à le prendre en charge dans vos travaux. Le fait, effectivement, que ces questions spatiales étaient déjà remises en question dans les années 60. Je montre une image de 69 d'une manif afro-américaine contre le programme spatial, en disant, demandant pourquoi on envoie des hommes blancs dans l'espace, etc. Bon, ça c'est une vieille histoire, etc. Mais aujourd'hui encore, alors je prends une image un peu tirée de l'excellent par ailleurs revue en ligne Uzbek Erika, un article qui s'appelait « La conquête spatiale et l'écologie sont antinomiques », où il y a, parmi des dizaines et des dizaines d'autres exemples possibles, un discours anti-SpaceX, anti-Elon Musk, etc., revenant à dire finalement que ces milliardaires envisagent d'investir sur l'espace, de quitter la Terre, etc., et que c'est pas bien, etc. Voilà. Alors, vous entendez ce discours-là, vous l'avez peut-être entendu d'ailleurs autour de dernière arrivée du petit rover martien, là, où effectivement, à la fois,
il y avait une espèce d'enthousiasme généralisé autour de ça, hein, surtout parmi nous d'ailleurs, qui sont intéressés par ces questions-là, mais bien plus largement, et puis aussi quelques paroles dissonantes vis-à-vis de ça, etc. On voit au passage d'ailleurs l'illustration, hein, qui est la reprise aussi par les équipes de SpaceX des projets de Gérard Honey, hein, dont on a entendu parler hier. Donc, question de l'acceptabilité sociale, politique, écologique de la conquête spatiale, donc du coup, à la NASA dont je parlais tout à l'heure, au rover martien dont je parlais à l'instant. Social aussi, alors je reprends un peu, alors on est quelques-uns à avoir assisté la semaine dernière à une conférence assez intéressante d'une anthropologue qui s'appelle Tisserand, essayant justement de penser en termes anthropologiques et sociologiques quasiment cette question d'une possibilité, d'une possible création d'une société qu'elle qualifie d'artificielle. Je trouve le terme est assez intéressant en soi et qu'elle représente avec ce schéma, là, son schéma de base que j'ai piqué au passage, mais voilà, qui essaie de penser ces questions en termes de société. Or, vous avez bien perçu à travers différentes interventions hier qu'on était plutôt sur les petits groupes, hein, plutôt que la société elle-même, sur des petits groupes sociaux, des petits de 2, 6 personnes, etc. Ou aussi toutes les données qui ont pu être les données quantitatives, qui ont pu être données aussi dans la première conférence de Pascal Butel, en disant, on est limité aussi en termes de transport, donc limité en termes de possibilité de créer une ville, une société, etc. Sur la Lune ou sur Mars. Donc voilà. Je mentionne ça pour dire qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça. C'est pas moi là-dessus que je vais rester effectivement modeste en m'imitant plutôt effectivement à des capsules, des habitats, etc. Conformément d'ailleurs à ce que moi je suis allé voir du côté de l'espace sous-marin, où on parle aussi parfois des projets dans les années 60-70, il y en a encore de vie sous-marine, mais très souvent on se limite à des petits ensembles habités. Ouais, alors dimension, je reprends un peu mes dimensions que j'avais soulignées tout à l'heure, dimension architecturale en version sous-marine que je mentionne. Hein. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là aussi quand j'ai vu arriver un peu ces images là dans les années de 2008, hein, ce projet de Vincent Calbeau, hein, qui était un peu sur tous les écrans d'ordinateurs de plein d'étudiants et qui à la fois en fait montrait m'ont incité à revenir sur des projets plus anciens des années 60 parce que tout d'un coup effectivement une certaine imagerie architecturale, puisque ce projet l'Helipad jamais été construit, est un projet un peu utopique, mais arrivait comme modèle et du coup incitait aussi à regarder ce qui avait été fait. Je vais revenir d'ailleurs là-dessus sur la différence entre effectivement le projet de dessin, de pixels et les véritables expérimentations qui ont pu avoir lieu dans ce domaine. Aujourd'hui, alors peut-être quasiment hier, effectivement la Fondation Rougerie, un des projets qui a été retenu, qui a gagné le concours international de la Fondation Rougerie, qui montre que cette stimulation de la création architecturale est toujours active, mais produit de l'image. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment ça a été mis, comment ça a été réalisé, expérimenté. Donc, dimension humaine, à échelle plus réduite en version sous-marine, et qu'est-ce que ça peut nous apprendre, quel enseignement on peut en tirer aussi pour le spatial. Alors, un peu les positions un peu que
que je défends quelque part. Effectivement, l'idée, effectivement, et que je vous incite aussi à explorer aussi dans les questionnements que vous allez faire, effectivement, c'est-à-dire que penser effectivement par rapport à ces questions d'acceptabilité écologique, politique, etc., dont je parlais tout à l'heure, ne pas hésiter effectivement à aller réinterroger la dimension techno-écologique des utopies des années 60-70. Et là, je montre une voilà, dessin de la Terre revu par Richard Buckminster Fuller, un dessin qui date de 1927. Hein, donc voilà, une vieille histoire qui est cimentée et qui vaut le coup d'être explorée, d'être réinterrogée pour les travaux que vous avez à faire, que vous avez envie de faire, etc. Et pas seulement puiser dans vos réserves d'aujourd'hui, mais aussi voilà, dialoguer avec ce qui se fait à vous. Intéressant aussi voilà, de revenir. Alors c'est un peu une image qui illustre un peu l'approche que j'ai adoptée en tant que sociologue sociologue s'occupe souvent de l'enseignement d'architecture, enfin de l'enseignement dans les écoles d'architecture, des usages, de l'habiter, des choses comme ça. Bah voilà, là, s'intéresser à la manière dont on peut rendre habitable en fait des lieux extrêmes. Et voilà, cette image issue des expériences de Cousteau et la première expérience de Cousteau de Maison sous la mer qui s'appelait, dont le programme s'appelait Précontinent, donc c'est Précontinent 1, et ce petit tonneau qu'on voit derrière s'appelle Diogène, on va revoir des images, et qui montre aussi comment finalement on rend habitable un peu plus ça avec cette espèce de salon de jardin, cette image un peu humoristique. Ça date de 62, hein, et voilà. C'est un peu cette dynamique-là que j'incite à interroger. Enfin, moi, c'est-à-dire que je travaille, ça vous inciter aussi à la penser. Alors, une autre manière donc du coup d'appréhender cette question de l'humain, c'est aussi j'utiliserai un mot de jargon un peu sociologique, de l'approcher de manière un peu communicationnelle et de se dire effectivement comment penser et parler de ce qu'on fait. Hein. C'est un des points aussi intéressants sur lequel que j'ai commencé un peu à aborder en vous disant aller refouiller dans les utopies, aller aller questionner aussi les mises en scène finalement de l'habité, etc. Je vais être plus précis par la suite, mais voilà, je donne des éléments de cadrage. Considérez effectivement que vous êtes dans des recherches ou dans une recherche qui est à la fois fondamentale et fictionnelle. Et j'illustre un peu cette idée-là avec une image que sans doute vous avez vue, vous connaissez tous, hein, tirée une des illustrations d'époque du 20 milieux sous les mers de Jules Verne, donc qui date des années 1860, hein, et qui pour indiquer cette espèce d'antécédent fictionnel qui a finalement beaucoup plus d'effets qu'on pourrait l'imaginer à première vue, parce que effectivement quand on regarde cette image-là, hein, ce point de vue-là, on va voir qu'on va le retrouver dans plein de manières en fait de montrer montrer l'habité en fait l'habité sous-marin tel qu'il a été expérimenté dans différentes situations. Et j'ai envie de dire même d'ailleurs cette espèce de posture, c'est-à-dire la posture de la personne qui regarde à travers un hublot le monde hostile, là représenté par ce qui allait émerger qui est de l'autre côté, qui le regarde impressionné mais pas complètement apeuré, etc. Voilà, c'est une espèce de type de posture qu'on va retrouver dans plein de situations, même spatiales. Je vais vous montrer quelques images pour illustrer ça après. Effectivement, considérer, alors vous avez peut-être l'impression effectivement que j'insiste sur
la distinction entre production de projets imagés et puis expérimentation réelle. Alors dans mon travail de recherche, justement, j'insiste un peu là-dessus. Mais au-delà de ça, en fait, effectivement, j'insiste sur le fait, effectivement, que ce qui a tout de suite été mis en place dans la conquête d'un habité, d'une installation dans les fonds sous-marins, ça a été l'image, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, produire des images, ramener des images, parfois d'ailleurs des images qui ne sont pas forcément photographiques, qui sont aussi construites par les discours, c'est-à-dire des discours qui disent c'est habitable, c'est presque comme un chez-soi, finalement, cette petite cabine sous la mer, cette petite capsule sous la mer. Mais encore plus effectivement avec des images, et là du coup je prends effectivement comme illustration de ça le film de Cousteau, Le Monde sans soleil, qui est un film complètement tourné sous la mer, montrant la vie dans la plus belle maison sous la mer, conçue par Cousteau, peut-être conçue tout simplement, parce que même s'il y en a des plus belles, on verra que Rougerie a fait des choses aussi très très intéressantes. Elles n'ont pas été habitées comme l'a été Précontinent 2 en 63 sous la mer Rouge. Je montrerai quelques photos un petit peu plus tard. Donc là, je passe très vite sur cette idée de nécessité à la fois de montrer en image comment se conçoivent ces projets, et puis de montrer aussi que ça marche, que ça se fait, etc. À travers là quelques images de différents habitats sous-marins assez ordinaires, qui sont syllabins 1 et 2 en haut, Tektite, donc une maison sous la mer, une forme un peu plus originale de qui a été utilisée notamment par la NASA, et puis Aquarius à droite. Je vais en montrer d'autres par la suite, puisque voilà, là j'en viens à ce que j'évoquais tout à l'heure. Effectivement, à gauche, vous avez plutôt des espèces de capsules sous-marines que sont la première, le cylindre de Link en haut à gauche du programme Manincy, et donc première expérience, premier habitat sous la mer, enfin déclaré comme tel. Et puis en dessous, vous avez Diogène, Précontinent 1 de Cousteau, donc c'est en 62 tout ça. Et puis à droite, des projets non seulement dessinés, mais aussi construits à quel prix par Rougerie, Galatée en haut, et puis Hippocampe en bas. Donc Galatée dans les airs, et qui sera finalement très peu immergé, Hippocampe qui sera véritablement expérimenté. Et en cela, Jacques Rougerie a réussi la performance de mener une expérience sous-marine à partir d'une maison conçue et construite par sa volonté, son énergie, son enthousiasme. Donc l'histoire d'une aventure humaine, c'est une aventure humaine. Je vais d'abord un peu en dire 2 mots, et puis ensuite finir par quelques images justement des enseignements qu'on peut en tirer sur ce qui marche, ce qui peut marcher, etc. Pour rendre habitable ce genre plutôt ce qu'on a à gauche là, ce genre de capsules, de cylindres, pas forcément très habitables a priori. Alors oui, je peux directement montrer un peu à travers ces images-là. Donc là, voilà, une vue un peu plus détaillée de Manincy, expérience de 1962, avec une capsule habitée par un seul habitant, Robert Seine, un plongeur, etc. Il y a peu de photos de cette expérience, mais voilà, on le voit à l'intérieur en train de manger, en train de boire et manger. Ce qui participe justement dans la façon de montrer les choses, ce qui participe à rendre habitable cet espace, de dire j'y ai dormi, j'y ai mangé, etc. Et tout ça fait que ça devient
ça devient une maison sous la mer, alors que ça ne l'est pas tout à fait, hein, si on y regarde de plus près. Toujours sur le même programme, mais plus tard, hein, effectivement, Maninty 2, donc même expérience, même programme, etc. Sauf que là, on a affaire à une espèce de petite structure en fait gonflable, hein, ça se voit pas parce qu'elle est gonflée justement, une espèce de tente sous-marine destinée à aller à 130 mètres de profondeur. La première était à 60 mètres de profondeur, je reviens un peu en arrière. Peut-être là, vraiment revendiquée comme telle première maison sous la mer, précontinent 1 de programme de Jéricho Cousteau, où là on voit effectivement encore un cylindre, une sorte de cylindrique avec son entrée en dessous. Je vous montrerai des photos plus précises de ça un peu. Et puis une vue intérieure où on voit encore une fois, là du coup elle accueille 2 océanautes, on les appelle comme ça, Cousteau les appelle comme ça, 2 océanautes installés confortablement, dira Cousteau, en décrivant ces lieux comme voilà, contenant même, on ne le voit pas là, mais il y a la télé, il y a le chauffage, il y a un four pour réchauffer, il y a même un tableau qui décore, on ne le voit pas trop là, ça fait un peu bazar quand même, mais voilà. Plus connu, voilà, là on s'approche un peu plus de quelque chose qui peut interpeller les architectes. Précontinent 2, alors donc je montre seulement une petite vue comme ça, mais qui est intéressante aussi pour transposer vers le spatial qui nous intéresse, puisque vous avez à la fois effectivement cette maison qui a une forme d'étoile de mer, une forme un peu sophistiquée, et puis ce que vous voyez au-dessus, c'est une petite soucoupe plongeante, hein, qui, alors si vous regardez le film, on n'a pas le temps de le faire, mais le début du film, le monde sans soleil, vous voyez effectivement la soucoupe qui s'enfonce dans les flots et qui survole et qui survole à un moment qui arrive sur cette maison. Enfin, il y a des vues assez chouettes. Plus d'architecture, quelque part, Galatée, projet de l'architecte Jacques Rougerie, première maison sous-marine conçue et réalisée par un architecte, immergée partiellement, enfin testée en tout cas, mais pas véritablement expérimentée sous l'eau. Du coup, avec des formes que Rougerie continue de revendiquer comme biomimétiques. C'est pas tout à fait ça, je crois, à l'époque. Il parlait aussi de bionique, des choses comme ça, mais voilà, inspiré par l'environnement dans lequel c'est immergé. Je continue toujours avec Rougerie, donc son deuxième projet de 81. Donc là, on était en 77 pour Galatée, 81 pour Hippocampe, qui est une cellule très ouverte, hein, vous voyez, une grande ouverture. Et là, vous avez même une vue de Rougerie himself dans son habitat, dans lequel ils vont séjourner, je ne sais plus si c'est 24, un peu plus de 24 ans. Pas très long, contrairement aux expériences de Cousteau. Là, je passe un peu vite sur pour dire aussi qu'il y a la manière de raconter les choses, d'expliquer les choses aussi, de dire que comment dire que je passe très vite, hein, je suis désolé, pour pas mettre du retard aussi, peut-être plus s'arrêter là-dessus et relever 2-3 mots comme ça, effectivement. Seine, le petit cylindre dont on parlait tout à l'heure, il le décrit comme spacieux et presque confortable. Et Cousteau aussi décrit ça abondamment, ces habitats comme confortables, parce que aussi reprenant ce que Rougerie d'ailleurs reproche aussi un peu à Cousteau, fait la critique à Cousteau, reprenant aussi des codes finalement de l'habitat, on pourrait dire bourgeois ordinaire, hein, un peu. Et là, je pense, je vais assez vite là-dessus, mais là on retrouve effectivement cette espèce d'héritage un peu de Jules Verne, hein, qui écrit aussi l'intérieur du Nautilus, de son sous-marin, comme une espèce d'intérieur bourgeois avec des grandes bibliothèques, des grands salons, voilà. On est un peu là-dedans aussi chez Cousteau, alors que effectivement ça vient comme Rougerie va insister plus sur
comment dire, sur des aménagements qui tiennent compte en fait des ambiances, des conditions, de l'humidité, de choses comme ça qui caractérisent l'environnement dans lequel ça s'implante. Alors, je vais finir par montrer aussi donc une série de comment dire de situations d'habiter en fait. Alors j'ai appelé ça les principaux gestes de l'habiter extrême, euh, qui sont, alors je vais illustrer, hein, qui sont entrer et sortir d'un espace confiné, pressurisé, etc. Enfin, comment dire, voir le milieu dans lequel on habite, être vu et montré dans son habitat protecteur, montrer le confort, la vie simple, enfin la vie simple tout simplement, et j'écris, mais voilà, montrer qu'on y vit finalement comme sur Terre, souligner et oublier l'exception, l'extrême. Voilà, un peu les espèces de pistes. Alors je vais les illustrer, hein, entrer et sortir de ces habitats, voilà quelques images dans lesquelles j'ai pris un peu en haut à gauche, vous trouverez toujours quelque chose qui fait référence à la conquête de l'espace, et le reste étant plutôt sous-marin. Effectivement, ces entrées, voilà, c'est là cet astronaute qui sort de sa capsule, et puis là, vous avez effectivement l'entrée de précontinent 1 et l'entrée ou la petite grille de protection contre les requins qui protège l'entrée de précontinent 2, l'entrée véritablement d'un continent 2. Là, c'est vu effectivement d'un astronaute, d'un spationaute ou d'un océanote à sa fenêtre. Hein. Cette Diogène là avec Albert Falco, la station profonde de précontinent 2. Là, vous avez Roucherie devant une maison sous la mer qu'il n'a pas conçue, et voilà, derrière lesquelles on peut apercevoir un autre océanote. Donc voilà, ces espèces de vues, du coup, qui posent aussi cette question qui a été discutée hier, hein, avec Barbara Enoff, est-ce qu'il y a des ouvertures, quelle est la taille des ouvertures, etc. Donc là, voilà, on est un peu sur habiter l'intérieur comme l'extérieur, voilà, des vues à la fois de l'intérieur de ces espaces, mais qui montrent aussi que l'extérieur est lui-même habité. Alors, je ne commande pas toutes les images, mais voilà, vous avez là une partie je ne sais plus s'il joue aux dames ou aux échecs, du professeur Bessières et j'ai oublié son nom, d'autres océanotes de l'équipe Cousteau. Et voilà, un plongeur qui est à l'envers, un poisson, etc. Alors tout ça est bien évidemment scénarisé, on peut faire confiance à Cousteau là-dessus, mais voilà, qui montre un peu comment il y a une espèce de perméabilité entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Alors on pourrait discuter de si ça s'applique très bien au milieu lunaire ou martien ou autre, mais voilà. Montrer ces intérieurs habités, hein, cette vie même un peu bordélique, j'ai envie de dire parfois. Hein. La Cousteau qui est venue dîner ce soir avec ses océanotes en 62, où là les deux mêmes océanotes qui dorment dans leur lit de camp, etc. Voilà, cette vue magnifique de Précontinent 2 et du film Le Monde sans soleil, où les océanotes finissent leur dîner pendant que Cousteau s'éloigne à l'extérieur, rentre à la surface, ou la Rougerie avec des enfants qui passent Noël avec des enfants sous la mer en 82. Voilà, je m'arrête là, j'ai à peu près tenu le temps. Petite vue de Reiserer, Peter Alexander Reiserer, pour vous souhaiter un bon workshop. Merci. Voilà. Il n'y a plus personne.
même si je suis pas spécialiste, est-ce que la conception est la même pour un habitat sur la Lune ou sous la mer, en considérant effectivement qu'il n'y avait pas les mêmes conditions de pression. Effectivement, on est plutôt en dépression sur la Lune et en pression effectivement de l'eau sous la mer. J'ai du mal à répondre. Oui, je peux répondre de manière assez banale parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis pas un spécialiste de ça. Rochery ou d'autres répondraient mieux. Euh, Effectivement, on est dans des situations très différentes parce que tout simplement pour parler de ce que je connais le mieux, les habitats sous-marins, on est effectivement sous voilà, il y a la pression de l'eau, donc selon la profondeur où est installé l'habitat, il va falloir qu'il résiste plus ou moins fortement à ces pressions. Et on pressurise effectivement l'intérieur de ce, enfin, on est à une pression équivalente du mélange respiratoire de l'atmosphère à l'intérieur voilà, de façon à permettre, en fait, alors je l'ai pas expliqué du tout ça, de façon à permettre aux océanautes de sortir de sortir et de pas avoir de problème. En fait, on est dans ce qu'on appelle la plongée à saturation. Donc, ils sont capables de rester longtemps à cette pression et d'effectuer leur palier de décompression, hein, pour ceux qui connaissent un peu la plongée sous-marine, voilà, tout à la fin de leur séjour. Et effectivement, par exemple, en fait, la grosse différence peut-être qu'on peut y voir, c'est ce que je montrais tout à l'heure, je suis passé un peu rapidement là-dessus, si je reviens un peu sur les images, c'est que la porte reste toujours ouverte, hein, par exemple, si vous voyez là, je ne sais pas si ça s'affiche encore, mais cette image en bas à droite, vous avez un plongeur qui est en train de passer le miroir d'eau voilà, d'un sas qui n'est pas un sas fermé, qui est un sas, voilà, on passe comme la pression, en fait, comme quand on retourne un verre sous l'eau, l'air emprisonné ne sort pas, là, l'air emprisonné, enfin, le mélange, parfois c'est pas tout à fait de l'air, il y a un mélange, il y a de l'hélium qui remplace l'azote de l'air, peu importe. Comment dire, ne s'échappe pas. Donc voilà, il y a une espèce de passage, un peu d'ailleurs, Cousteau joue un peu avec ça, de passage extrêmement facile de l'intérieur à l'extérieur, ce qui est, je pense, une des grosses différences aussi avec ce qui se passerait sur des habitats lunaires ou autres, puisque là, vous seriez obligé d'avoir des sas voilà, où on passe d'une atmosphère à la pression, à une pression donnée, à effectivement un vide spatial. Donc voilà, il n'y a pas ce. Alors voilà, la question. J'insistais beaucoup sur cette espèce de mise en scène et de mise en scène qui contribue à rendre finalement normal la vie dans ces espaces sous-marins. Comment on peut la transposer à ces habitats lunaires ou autres, voilà, c'est pas voilà, je vous incite à vous inspirer de ça, mais je sais bien que c'est pas transposable directement, hein. De même que effectivement la question qui a été soulevée hier autour des ouvertures ou pas ouvertures et quel problème ça pose. Bon là on est clairement, je sais pas trop insister là-dessus, mais on est clairement dans une conquête des ouvertures un peu plus importante. Entre les toutes premières, entre les tout premiers habitats sous-marins qui avaient des tout petits hublots, et puis par exemple Galatée de Rougerie, et ils revendiquent ça comme ça, qu'il y a des grandes baies vitrées qu'on des formes de bulles et qui permettent, je vais les remontrer aussi, et qui permettent du coup d'être quasiment voilà, quasiment à l'extérieur alors qu'on est à l'intérieur.
rapidement, il faut que je parle dans le micro si on m'entend pas sur YouTube. Euh, les questions d'habitat, on est dans quelque chose qui est presque équivalent en sous-marin, on va dire, presque. C'est-à-dire qu'il y a Allô? effectivement... Bonjour? Oui, Vous attends, m'entendez? 2 secondes, Vous attends, m'entendez? je vais... Oui. T'es fini? T'as fini? Ouais. Moi, j'ai fini. Il y a Olivier. Salut Natacha, je te fais signe dès que j'ai fini d'expliquer un truc aux étudiants. D'accord, d'accord. J'en ai pour 5 minutes juste. J'en ai juste pour 5 minutes. Attends, mais comment je Bon, peux partager avec Christophe le alors, PDF? 2 secondes. Apparemment, moi, je suis sur un Mac. Alors, mais t'as un truc qui s'appelle bac de partage. Ouvrir bac de partage. Je m'excuse, mais je vais demander de vous taire parce qu'on vous entend dans l'info, je peux pas parler. Il n'y a pas de souci. Merci. Bon, les défauts de la technique. Oui, on est presque comme si on était dans l'espace. Sauf que effectivement, il y a ces différences de pression en mer qui vont changer la donne. C'est-à-dire que on peut faire des grandes verrières à condition de ne pas être trop profond. Si on descend à 200 mètres de profondeur, à ce moment-là, la pression exercée sur l'ensemble est beaucoup trop importante. Et là, on ne pourrait pas avoir de verrière. Ou s'ils ont des sas, c'est vraiment des choses toutes petites. Et là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait dans le spatial. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment à avoir des risques avec le hublot. Pour Apollo, les astronautes ont forcé Von Braun à mettre des hublots, parce que Von Braun n'en voulait pas du tout. Mais les astronautes ont dit, nous on part pas dans un truc tout fermé. Donc on a mis un hublot dans les premières capsules. Il y a un côté humain qui veut qu'on ait une fenêtre. Actuellement, dans les discussions qu'on a sur la Lune ou sur Mars, on est plutôt à proposer du virtuel. C'est-à-dire effectivement une caméra avec éventuellement un pan de mur qui montre l'extérieur. Parce que c'est moins risqué. Mais la notion d'avoir une fenêtre est extrêmement présente. Sauf que avoir une fenêtre, ça sous-entend aussi laisser rentrer de la lumière, ça sous-entend laisser rentrer donc des radiations. Avoir un point qui est faible en fait. Et c'est déjà assez compliqué avec les histoires des sas pour sortir à l'extérieur. Donc même si on peut penser à avoir comme ont fait les Russes d'ailleurs sur beaucoup de choses, avoir les scaphandres à l'extérieur, ce qui poserait moins de problèmes, éviter de faire rentrer de la poussière. Bon, il y a tout un système qui se met en place derrière parce que faut protéger les scaphandres aussi des radiations le temps où on les utilise pas, éviter que la poussière se mette trop dessus. Comme je vous ai expliqué sur la Lune, la poussière va être extrêmement abrasive. Donc on a tout un tas de systèmes finalement. Sauf que si on recouvre notre habitat avec de la régolithe, quelque part il va falloir pouvoir rentrer les scaphandres à l'intérieur de quelque chose qui est protégé par la régolithe et tout en le laissant à l'extérieur de la base. Voilà. Donc on est dans des espèces de contraintes qui sont assez importantes. Alors la régolithe c'est le sol lunaire pour ceux qui ne sont pas encore au courant, ça on va en parler souvent. Pourquoi on utilise de la régolithe? Parce qu'on a de la masse qui est directement disponible sur place, qu'on peut rajouter par-dessus l'habitat. Donc quand je vous parlais du gonflable, il supportera tout à fait la pression d'un mètre de régolithe par-dessus, puisqu'on est à 1/6 de gravité. Et donc on est dans une configuration, on va dire, qui est une configuration de quelque chose de nouveau, même par rapport à la Terre. On se sert du marin pour avoir cette sensation d'absence de gravité et donc pouvoir voir si ce dont on se sert est facile à se servir, mais on n'est pas tout à fait comme dans l'espace. À part si vous rêvez que vous êtes dans l'espace, vous n'aurez jamais cette sensation-là, sauf en avion à gravité, si vous réglez les avions à gravité 0 à gravité 1/6, ce qui est possible, ou 1/3, ce qui est aussi possible, et ça va dépendre de la parabole qu'on va effectuer. Et à ce moment-là, la grosse difficulté des architectes, c'est de comprendre comment on peut créer quelque chose qui est adapté à une certaine gravité, sachant que nous-mêmes, nous sommes habitués à une gravité de 1. Donc c'est là où, en dehors des contraintes, l'imagination joue. Il y a effectivement le côté scientifique
qui va nous donner un certain nombre de choses, mais le seul moyen de comprendre véritablement, on le sait nous, c'est d'aller sur place, sauf que c'est pas demain qu'on va aller sur la Lune pour les architectes. Par contre, on a notre imagination derrière. Et tout à coup, cette imagination qui peut être très critiquée ou très laissée de côté, elle devient extrêmement importante. Parce que il faut qu'on prévoie ce que les gens vont vivre là-bas. Donc c'est de l'ordre du rêve, de l'imagination, de ce genre de choses. Voilà pour la réponse si on est dans des habitats qui ressemblent, parce qu'on a une pression, qu'elle soit extérieure ou qu'elle soit intérieure. Quand on est sous la mer, la pression est extérieure. Quand on est dans l'espace, la pression est intérieure. Voilà. Donc on crée toujours des formes qui résistent à cette pression, qui sont des formes logiques. Voilà. On ne va pas faire des maisons carrées, ça serait idiot. On serait obligé de renforcer énormément de choses. Ça sert à rien. Si on met un ballon contraint sur la Lune, sur Terre, on arrivera peut-être à faire un ballon contraint en carré. Sur la Lune, ça va tirer, et c'est ce que je vous disais, tous les angles seront attaqués. Donc pour ceux qui aiment bien lire Lovecraft, je ne sais pas si vous connaissez, il y en a peut-être quelques-uns, vous aurez, les chiens de Tindalos, c'est les chiens de l'enfer, et ils attaquent les gens en attaquant par les coins et par les angles. Voilà, typiquement, c'est le genre de choses. C'est une petite histoire rigolote. Bon, on va passer à Natacha, et ensuite on aura une pause avant d'avoir les architectes. Il y en a un qui va venir ici, donc Thomas sera présent ici, et Sylve n'est pas sur Paris. Ah si, non, je me trompe. Les deux seront là. Il me semble que les deux seront là, donc vous aurez enfin des gens en face de vous. Voilà, donc je vais laisser parler Natacha, je vais lui dire, parce qu'on a toute cette petite manip à faire, et voilà. Et après on se fait une pause. Ça. Mhm. J'ai un problème là, parce qu'en fait, je ne peux pas partager le bureau. Je sais pas. Christophe, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, parce que moi j'ai utilisé le Teams, ça ne marche pas là. Regarde, je suis dans le partage le bureau. Après, il me demande le partage d'écran. Je clique. Après, c'est pas possible pour moi. Après, normalement, après, tu sélectionnes il faut que tu ouvres ton document et tu le sélectionnes en fait. C'est un PowerPoint ou un PDF. Eh bien, justement, mais je peux pas, il n'y a pas le. Il apparaît pas? Attends, je vais essayer, hein, parce que c'est juste, il me demande le vote écran complet, je ne sais pas, il n'y a rien. Aïe, aïe, aïe. Quand tu ouvres le bac de partage, tu vois apparaître les documents qui sont ouverts sur ton ordi et tu choisis. Comme sur Zoom, si tu veux, mais. Non, parce qu'en fait, je n'ai pas cette option. C'est juste votre écran complet. Mais en plus, tu vois, le petit truc partager, ça ne marche pas pour moi non plus. Ah ouais? J'ai du mal à t'aider parce que. L'icône est en haut à droite. Attends. En haut à droite. C'est où ça? J'ai que tout à gauche. C'est dans les icônes, caméra, tout ça, hein, je pense. Le rayé avec la flèche. Ouais, voilà. Et c'est laquelle? Parce que regarde, je suis dans le partager le bureau, mais ça ne marche pas pour moi. J'ai du mal à te guider parce que moi je suis sur un Mac.
vous voyez là, tout? Ouais. Très bien. On voit, peut-être tu peux le mettre en complet, en écran, en plein écran, un truc comme ça. Je sais pas s'il y a moyen. Non, mais ça marche. Hein, je pense que... Voilà. Bon, c'est bon. Je sais pas comment je peux mettre le... Non, mais c'est déjà lisible, hein, Natacha. C'est déjà bien lisible. Mais en tout cas, vous voyez que ça bouge, Ouais. non? Ouais, ça bouge. Très bien. Je commence, hein, Olivia? Tu cliques sur masquer, peut-être. Pardon, hein, parce que je suis pas bon avec le team. J'ai utilisé que du Zoom. Ouais. Allez, à toi de jouer. Ok, bon, je vais commencer. Je fais ma présentation en français, mais je vais présenter en anglais. Ok? Good morning. Today I'm going to talk about biomimicry in architecture. I'm Natasha Eller. I'm architect, a researcher in biomimetic strategy for architectural design and innovation at the Unity Mix Research, McMark, Seine. Our lab is specialized in modeling design assistant for cognitive science in the domain of architecture. So I'm going to start quickly, a little introduction. Where is biomimetic concept come from? Until today, there are many terms that related to biomimetic concept. So this concept actually is invented in 1950 with the term biomimetics that appearance at the first time invented by biophysicist and engineer Otto Schmidt during his PhD thesis because he studied the neuron network in the octopus for his new invention, which is a type of electric circuit. So for this kind of new emergent bioengineer, so he coined the term biomimetic for the first time in his thesis. 10 years later, still in the concept of biomimetic, there's a term bionic that is invented by Jack E. Steele. You can see from the book Cyborg or the Free Bionic Woman, which is a quite well-known work that inspired by the research of Jack E. Steele, which is bionic. It's a biomimetic concept, but it's more like an anatomy of human body and animal for robotic invention. And in the beginning of 70, the concept of biomimetic start to diffuse in Europe, in Germany for the first time. It has been diffused actually by biologist Werner Nachtigall, who is the one written 10 principles of bionic. Bionic in German is the same biomimetic in English. He's written this principle of fair comparison or analogy between biology and technology. He specified bionic as a scientific method, which is I'm going to talk detail in the next slide. So not until 1980, this word biomimicry, or in French, biomimétisme, it's start to come up because it was a period of sustainability in that moment. So this word, it has been diffused by biologists, also environmentalists, Janine Benyus, in her book called Biomimicry Innovation Inspired by Nature. So Janine Benyus has identified or defined this term, biomimicry, that is a new science that studies nature for
innovation, and also sustainable development. So if we take a look in the bubble of bio-inspiration, biomimetic in the middle, which is classical biomimetic concept related to interdisciplinary creative process. For example, the work of Otto Schmidt and Werner Nachtigall. Okay, the big loop in the middle. Okay, and on the left, the work object is seen that with the term bionic. Also, it's part of biomimetic concept, but it's more related to robotic domain, like electronic or mechatronic, something very technical. And on the right, it's a new philosophy with the term biomimicry that related to sustainable development, which is created by or invented by Janine Benyus. Here I give you some example of well-known biomimetic project. Maybe you have already seen them before. For example, the fast train, I start from the left, top left, Shinkansen, inspired by the Kingfisher bake for the speed capacity. Also, it can help to reduce the sound, the noise, and it can economize also the electricity of the train. On the bottom, the Velcro. So this is quite famous too, inspired by the burdock plant. In French, it's la banane. It's a type of hook mechanism, microscopic in the plant. So the engineer, George Ministro, the Swiss engineer, he's inspired for this dry kind of attachment application. So for the box fish, it inspired the model for the Mercedes bionic car in 2005. So the engineer studied the structure, the morphology of the box fish to create a new model of the car that be able to go quicker and actually can reduce the accident. So because it's be able to resist to the resistance. On the right, Lotusan is a self-cleaning application that is inspired by the nanostructure, or we call the super hydrophobic of the lotus leaf. That if you see in the nature, the lotus leaf is able to clean itself when there's a rain water that pass on the surface of the leaf. And the last example, it's the Gecko adhesive system glue. So, which inspired by the nanostructure of the Gecko feet. So from the example before that I gave, if we take a look at the bio-inspiration framework in architecture, it gets a little bit complex because we are talking something bigger scale. And also, there are a lot of traffic bio already happen in the domain of architecture. For example, we all know the work like, for example, Antonio Gaudi, Santiago Calatrava, Frank Lloyd Wright, related to biomorphic, zoologic, bionic, organic. So these are actually the architect imitate the form of the animal or the plant, organic form for the symbolic association to the shape of the building, more like the aesthetic and symbolic use. So today there's something which is another bio, which is called biophilic. So this is not really at all related to biomimetic concept, but biophilic architecture is related to improve more green space in architecture and urban. So what is really biomimetic architecture? So this concept, it has arrived in the domain of architecture for the last 10 years, started in 2010, not too long ago. So biomimetic concept, it's kind of a biomimetic architecture. It's a new approach that comes from
biomimetic concept, of course. So mainly it's we study and look at nature, not only to imitate only form, but to understand the principle and the rule behind those beautiful forms in nature. And when we talk about architecture, biomimetic today, it's also about the interdisciplinary activity, working together between architecture, scientists, biologists, computer scientists, together to study a nature role model and then create a type of innovative design, of course, towards sustainability. So today, if we say what's really biomimetic architecture, so it's not really about a beautiful form or create some kind of only symbolic building, but actually it's more to create architecture that are be able to develop in the synergistic relationship to its own environment. Here I give you some diagram of, if we make a little comparison, let's say, in nature and what we can do in the city. So we look at the nature not in the way that only the form or what it look like, but let's say we can ask ourselves the question. Let's say if we want to make a building with the kind of new type of material that be able to adapt to different climate or different environmental factor, responsive. So we look in nature in terms of chemistry, natural science, and we can go up to a bigger scale like design evolution, which means like the type of the process of construction. How can we make a building more optimized? The production, how can we make a construction more sustainable in terms of embodied energy, like energy grids in French, or etc. Like look at how it works in nature, or even go up to the network scale. For example, like transportation network, water network. How does it work in nature, this type of communication and network? So we can get inspired and doing the same thing to our city. So here I give you some example of biomimetic architecture work, which there are not many until today. Like I said, it's just this biomimetic concept has arrived in architecture not a long time ago. So I would talk only just one because I recommend that this one is perhaps very interesting. It's the work of English architect Michael Pauling. Today there is also a book in French. It's translated in French because he has written in the book some interesting principle for architectural design and construction, which applying biomimetic approach for sustainability. As you see, some interesting question like how we can make the structure more efficacious, how can we fabricate our materials, like in nature, like for example, room temperature, not waste too much the energy, how can we create a closed loop system, which is mean a system without waste, how can we manage water, how can we control our thermal environment, and at the end, how can we create the green energy for our buildings. So it's a very interesting book to look at. The second part, we will take a look quickly on the theoretical framework and methodology of biomimetic concept. Here, simply, Werner Nachtigall has collaborated with Gerhard Pohl. Nachtigall is a biologist German, collaborate with Gerhard Pohl, which is an architect German. And they both create a type of three-step cognitive process
for biomimetic design, well, in architecture or perhaps can be used also in other domains, said that these 3 steps start from the research. You identify the strategy in nature. Then the second step, abstraction, which are the biomimetic researcher know that this is the most difficult step because it's related to kind of cognitive analytical reasoning to each architect. You know, you can inspire by the same strategy in nature, but each architect or each designer has their own interpretation of the nature strategy to fit into the architectural design context. After that, the third step is to transfer to implementation. So you use the classic knowledge of the domain. Today there is 2 approach in biomimicry. It's invented by Michael Ehim, a researcher, but he is specialized in industrial design with the biomimicry approach. So there's a top-down and bottom-up classically. So the top-down, the first one is start from the designer, architecture, conceptor, engineer to specific their design problem. After that, they go and look at the solution from nature, abstraction, interpret, and then implement the solution from nature to solve the design problem. So the second approach is called bottom-up. So this is a different. The bottom-up is normally start with the biologists or scientists, or let's say biologists that discover some interesting property in nature or interesting mechanism in organism in biological, you know, and then they propose a designer or an architect to use this interesting property in nature to make a new invention or a new design. So there are 3 classic levels of biomimicry. No? On the left, the 3 classic is organism, behavior, or processes, and ecosystem. And here, Marbrit Pennesansari, which is now is a professor at the Architecture School of Wellington in New Zealand, she has created 5 sub-levels of biomimicry, and particularly 4 architecture domains. So these 5 levels, she said that during her thesis, between 2007 and 2010, said that these 5 levels are be able to help architects to translate better biological principle or nature principle to architectural design. So this 5 level is form not, as we have already talked about it, not only imitate the form, the slavish form, you know, but understand like what is this form is served for, and material, what it's made of, construction, how it's done, processes, how it works, and function, what is the performance. So these 5 levels, it can facilitate better architectural design. So I just give this example of one biological principle, let's say. People ask me or my students, like, what is really biomimetic design then? Because a lot of students, especially like I said in architecture, get confused between bioinspiration, biomimetic, and stuff like that. So biomimetic design is a type of analogical reasoning. So it means that you can inspire by nature principle, but your architectural design might not look like at all the nature principle or the biological principle that you have selected. It's just a mapping of the knowledge, understand the principle, and then interpret it to the target domain. So let's say there's a 3 type today of analogical reasoning in the biomimetic design. Let's take a look at this enzyme. Let's say this is
biological principle that I would like to use for my design. There's a first level, which is the most used level, that a lot of people make a mistake. So it's a superficial level. If you look at this image, you see inside, we know it's a ribbon shape, and that's it. So you can choose to design something with the ribbon shape, and you stop just there. Or then you can go a little bit higher level, functional. So you understand enzyme bind to substrate, what enzyme does. Or the last level, the third level, is the highest order relation. So enzyme bind to substrate to form enzyme substrate complex. Simply, you know enzyme what it does and what is the performance of what the enzyme functionality. So this is actually the problem today of mimetic design, because of course, like architect, us, or designer, we don't have an access enough to a biological knowledge, and we can start with just inside are the ribbon shape, because perhaps functionality and strategy, we're not going further to take a look at what the inside does. So that's why I said that if you wanted to make a bibliometric design, perhaps you have to have some curiosity, or study a little bit further of biological organisms that you have selected. So the third part, we look at of the tool and the method today that can help you for bibliometric design process. But unfortunately, anyhow, today, there is 43 tools, okay, which it's written in the article, Bibliometric and its tool, of Christina Wernick from the University of Deckendorf in Germany. But well, I mean, I tell you that probably it's not worth to look at it now, because this 43 tool is only in research, and it's not yet well working to support a bibliometric design process. It's really in the research group only. Today I'm going to really recommend you only one, which is called Ask Nature. Apart from that, you can take a look when you have your own time, like Biotrees, Idea Inspire, Natural Language, CK Theory. These are mostly for an engineer, engineer design that inspired by biology model. Only for the last one, which is it's the tool that is our ongoing project research. We are also creating tool for bibliometric architectural design process based on ontology engineering. So I will not go more detail about this, but I will going to present you Ask Nature, because it's very user friendly, and I think it's probably good for your project at the moment. So Ask Nature is a database, public. Okay, you just go Google and go to Ask Nature. There's about 2,000 now today, strategy from nature. So you have to put the keyword. But the keyword, like you can start from put the name of an organism, like I put the emperor penguin. After that, it's going to show you the strategy, like of emperor penguin, what kind of strategy, the plume, or like social organization, etc. But not only the name of organism, you can put also, let's say if you have a design problematic, you said, I want to design something related to adaptive envelope. You can put the word adaptive envelope. It will comes up with something like strategy from nature that related to adaptive. It can be adaptive skin or something like that. You can put thermoregulation. You can put any type of keyword inside. It's anyway will show you something that related to the keyword that you put. Here we take a look quickly at the case study, so you can see, because there are not so many case study. Like when I say case study, it means existing building. It's something that really construct, architecture. It's mostly in the research group at the moment. So we take a look at the case study in the 3 levels: classic,
behavioral processes and ecosystem. So, what is the level organism? As we have, I have already explained to you, it's not only about imitate or copy slavish form, but is to understand why is this form, what is served for, why this form help the animal or the plant to survive. Okay, it's more related to morphology of the living organism and its environmental. Here, the first building, it's the Waterloo train station. So the architect, Grimshaw and partner, asked to design or to redevelop actually the roof of the train station that are be able to resist to the air pressure when the train enter and leave the station. And specifically, the roof has to be designed by such a hard material, which is glass and steel, because it's the it was the mega structure. You know, it's a period of architectural style in 1990. So architect doesn't have much choice. So he was asking like, how can I make the structure like this hard structure like glass and steel flexible? That's the word, flexible. So that keyword, architect has take a look at some organisms in the nature that have kind of a hard scale, but be able to flexible life form its body. So he's take a look at the pangolin. You know, pangolin has a very hard scale, which is the keratin, like our nail, but has a specific mechanism which is called overlapping scale. You know, the way that the scale assembly on the top of each other that be able allow the pangolin, this animal, to be able to reform in any shape. So architect actually inspired by this overlapping mechanism to make an assemblage of the steel and the glass panel of the roof of this train station. Second example, then again also in London, the Gherkin or Switley building, done by Norman Foster. So the architect has asked to build a high-rise building in the area, which is called Baltic area in London. This area is, if you can see in the image, you know, there's not many high-rise building or tall building because they have problem with local wind, which is have a very, very strong local wind. So not easy to make a high level building. So the architect was asking himself, the problem is the pressure of the air, you know, with the wind. So when making the high-rise building, so he was making a comparison of that the pressure of the high, you know, on the top of the building is like on the bottom of the sea. Under the ocean has the same type of pressure. So he's looking all the organisms, you know, under the ocean, and then he found this sea sponge, les ponts de mer, in particular this Upletegla, which is an organism that it has some kind of silicon material, kind of lightweight structure, and have this kind of cylindrical shape and diagram system. So it lives under the sea with this form and this construction and material. It's be able to resist to the water current under the sea. So architects has inspired by the cylindrical shape to be able to resist to the local wind, and also at the same time, the construction of the lightweight structure is also inspired by the diagram system of this sea sponge. The second level, behavioral processes. So it's related to the organism and its environmental factor. Okay, not the organism itself. Some organisms behave to be able to resist their particular environment. So, for example, the most famous example, Mick Pierce architect
inspired by the African termite mound. He's also an African architect, so he will, because there's a problem in Africa with all the building that consumes too much air conditioning. Okay, so he actually himself study without biologists. Study actually the system of the termite mound because he's very fascinated. He said like the climate. If we look at the climate in Africa during the day, the temperature can go up until 50 degrees, and during the night, the temperature can go down until 2 or 0 degrees. So it's really a big gap, you know, between the temperature hot and cold. But inside the termite mound, the temperature is always stable between 27 to 28 degrees, comfortable for the termite to live inside. So the architect has discovered this kind of auto-regulation system in this organism related to how the organisms are be able to receive or collect the fresh air from the bottom and keep it during the night, and then in the morning or during the afternoon when the temperature gets too warm, be able to reject the hot air from the top of the organism. So the architect has inspired by this principle to make the famous building called the Eastgate Building in Harare in Zimbabwe. Exactly the same principle. So this building is a commercial center and the office for a lot of people. Okay, the principle is during the night, there is this type of ventilation, which is passive in ventilation. It's collect all the fresh air during the night when the temperature go down. Okay, in the morning when everybody come to the office, the building is fresh. It's not warm, and it's fresh for a very long time, like 8 hours. Let's say in the middle of the afternoon at 3, when the building gets really warm. So this passive ventilation will be able to get rid of the for the heat out on the top of the chimney of the building. So the result of this passive ventilation, so this building is 90% reduce energy consumption because they don't need at all to use air conditioning. So they just use, you know, the climate, you know, the fresh air at night in Africa, and reject the heat air only during the afternoon. Here is the second example in the processus level. So this is a very recent project, District 11 of the Skolkovo Innovation Center in Russia. For this project from actually it's a French architect, Anthony Bichou and Associates, in 2017. So the architect, inspired by the social huddling of the emperor penguin. So the first is architect has studied a bit of this social huddling, how the emperor penguin, you know, there is you know that the penguin, they don't have a habitat, you know, they live outside, they're wandering around in the Antarctica. So from some time there is a very strong cold wind like a tempest. So the emperor penguin have made this kind of natural phenomena, which is called huddling system, grouping together, and then each penguin move from inside to outside, so it, to allow to each penguin to keep, you know, the heat loss. So this type of algorithm, you know, it's kind of auto organization. It allow every penguin to survive during this extreme cold temperature. Okay, so architect has inspired by this principle to make a master plan of this district in Skolkovo. The same is really cold, and sometimes there's the temperature of the snow. So the architect make the arrangement
put this in the algorithm software, let's say in Grasshopper, the auto self-organization of the penguin to create the 70 lodgement, housing, the arrangement of the house, be able, each house can keep the heat loss. It's kind of a heat transfer. So every house I'll be able to save 5 temperature, and also the arrangement in group circle like this. So I'll be able to protect the house from the extreme cold. But the problem of this project, because there's some of my students ask me, the house doesn't move, of course, because actually the penguin move, that's the problem. So perhaps I think that there is some system different, from the house that is actually exterior, from the circle, because actually the house that we protect the most is the interior one. So we cannot do everything exactly like in nature. So the last level is ecosystem. So here we're not looking at only organisms, but we look at the several organisms in their own community. Like when we talk about ecosystem, it's like their own biodiversity, the interaction between organisms, interaction between them and the environmental factor in the niche, etc. That they are able to form themselves in the sustainable way. Some example, new project again, called the Region Village, which start in 2016. This is very fantastic project by a company, Californian company, called Region Village. Okay, it's created by the researcher of the University of Stanford. Collaborate with the architect, Danua's architect, effect to create, actually to realize a model. We said it's a model of the village, okay, which can be 100% ecology. So this model, it's function like a type of a niche or biodiversity, it's kind of a closed loop system. This village, are be able to produce their own energy, produce their own food, and be able to recycle their own waste. So this model, it started in 2016. It's kind of a self-sustained village. So the first district that this model is being built is in Almere, okay, or Almere in Netherlands. And if the model is function well, this type of 100% ecological, self-sustained village will be also implemented in several districts in Europe. So if you want to take a look at a real-time infrastructure, so you can go to the Region Village website, or you can also to the website of the architect studio effect. So you can see how each infrastructure works. So the last in this level is SlimMo. Okay, the SlimMo organism model. I think you have already seen it before. It's inspired by a lot of transport network. So it's kind of a mimetic algorithm. So it's happened in 2002 by the Japanese researcher. So Japanese researcher studied the behavior of Physarum polycepal. It's one kind of a SlimMo, okay, which they be able to find the shortest, the shortest pathway, their own food, short food. So based on this observation of this behavior, it's kind of optimization, the shaman, the pathway. So the researcher, which is a biologist, collaborate with the engineer and computer scientists to create an algorithm via mimetic, which is called a Cypherum solver. So this algorithm, it's more efficacious,
it's more efficient than the classic algorithm that be able to help, the designer or architect to design like an urban planning, what water management, or the most use is for a transport network. Like for an example, on the right side, there is the first use is for the Tokyo railway station. Of course, because the researcher is Japanese, so they use this Cypheram solver to create to organize, the very efficacious railway network in Tokyo. And on the far right, also this Cypheram server has also been implemented for the Mexico transportation route. I forgot that I actually put this one, but this is the most classic ecosystem example for biomimetic. It's ecological industry, Kalundborg in Denmark. So these are inspired by, of course, the same ecosystem in nature. So this is an industrial park outside the city of the, in the view of Kalundborg. So it starts, it's type of evolutionary thinking, because this is happening with the six industrial company around 1960, 1950, okay, that they are produce mainly water, material, and energy, but they are be able to plan that the waste from someone be able to use for the resource of someone else, kind of a closed loop exchange, so they don't create any pollution or the waste outside. So as you can see, from 1960 until 2010, they are having more actors, that collaborate, more partner to a bigger closed loop system. So this is the plan that start, at the beginning, how, the relationship between each industrial company work, how they're going to use the waste of another one to become a resource of another. So if you have time, you take a look at the symbiosis website. There's also in English. Yeah, I just put this in the Dano language. But mainly, there's three exchange between the company: it's energy, water, and material. It's very interesting organization and nice like kind of ecosystem level. Okay. So now I have a little tip for this workshop because Olivia has given me some table to see. It's to be a very exciting workshop that you're going to do for the create a habitat on the moon. So if you perhaps wanted to inspired by some biological organism, before going to that, I think first of all, you understand the space environment, in particular maybe moon, that you have to create something, let's say create some X application or design. You understand what type of space environment, what is environmental factor, okay, and how as the human that going there, understand the homeostasis, because this is how it keep the living things, moving. It's kind of internal chemistry, okay? Understand that. Then ask ourselves, what kind of biological inspiration I can use, to for for your design, that to be able to adapt life, some design to this kind of environmental constraint, keyword like adaptation, relation with morphology and evolution. For example, I give you an example. If you're interested to look at some fantastic principle, I suggest this is an encyclopedia of environment created by a group of CNRS researchers. You can take a look. There are wonderful principles like
an article about the original of life in Earth, how, the Earth before there was no life, and how life created, in Earth. So at least you can have an idea how would you do it on the moon. You can see some principle like symbiosis, evolution, and they also talk about the first complex ecosystem. So, this I just put some image of adaptation, most for animal and the plants, they have some fantastic mechanism for the adaptation. Is actually mainly for survival. Okay, so please take a look at this Encyclopedia of Environment, some inspiration that you will find. Example, I give one that the project, that I have done actually with Barbara yesterday, that she was talking about design, but this is a project that we did together in 2010, I just give you an idea if you want to, so you choose you understand or before, the space environment, you understand what the idea of application you want to do, you choose the organism, you understand the keyword. You don't need to take a look at the how can I say, the whole books, biological book, about the Victoria Mason. You just have to get some important keyword for your design. For example, I give this example like this giant water lily. What is the keyword? It's, giant water lily, when they're young, they are little like that, and then they have this kind of deployment mechanism to extend, to give a larger surface, actually for photosynthesis, because they live under the water, the wood. So it's only the only way that they get the sun is from their leaf. So that's why they expand. So then the keyword, you understand, you draw your diagram, and then after that you have your application idea, like, okay, how can I make a lightweight structure, because that this organism is fantastic. You can sit on it because it's so strong, with the kind of a root system under, so you can say that I might want to make kind of a lightweight panel that be able to adapt, to every kind of a number of people, or for the building or transportation, for example. Yeah, there's 3 books that I suggest you to read. Actually, the first one is in French. Maybe it's you are more comfortable with French language. For example, it's called Exploration de Forme de Vie. I have a PDF I can give to Olivia after, if you're interested, they're talking about some organisms and principle. And another 2 books is in English. It's interesting, so it's talk about organism and environment. And the last one is my favorite of Mike Hansel, it's very beautiful book about animal architecture. Yeah, as I see that you're going to do something about space system design, so there's 2 articles that I have found a year ago, when I start to be part of this RSPR. So it's Biomimetic and your approach for space system design, Biomimetic applied to space exploration. So you can take a look, you can download in the Google. So this they will show you like how actually like you can use biomimetic approach, for a specific type of application or material, that suit like sensor for the space design. It's quite interesting. Yeah, the difference. So if you want to go further, biomimetic concept, because I don't have enough time to tell you everything. So this all the presentation anyway is based on my article that I have done with my colleague. So if you have time, you can take a look at the article. You can read it, so you can have more information about it. And if you have any questions, so please feel free to write me. En français, ça va aussi. If you don't feel comfortable in English, so there is no problem. So thank you very much for your attention. Oui, attends, parce qu'il faut que je revienne à Microsoft Teams. Tiens, oui, voici, tata. Ok, non. Bon, ok. Arrête de partage. Bon, j'arrête.
Mais s'il n'y a pas de question tout de suite, il faut m'envoyer email par exemple. D'accord. Alors Natacha, il n'y a pas de question. Je crois que c'était, tu leur as donné plein de sites et plein d'informations, donc ça c'est chouette. Écoute, là, de toute manière, on va faire une pause de 10 minutes, un quart d'heure, le temps de laisser à Yacine et Thomas le temps d'arriver. Mais merci beaucoup, c'était vraiment très complet. Si tu peux me transférer ton fichier de manière à ce que je l'ai de côté, si ça ne te dérange pas, comme ça, moi je stocke et je... Parce que ouais, il y a plein de sites, il y a des livres et tout, et comme ça, moi j'ai gardé quelques photos, mais ce serait pas mal. Super, merci beaucoup, c'était vachement bien. À bientôt, Natacha. Ok, bon, je vous propose une petite pause de... Allez, on a 20 minutes, d'accord? Il est 11h20, ça vous fera du bien de vous aérer un peu, moi aussi. Et les deux architectes arrivent, donc il y en a un qui est déjà sur place, et c'est pas une autre, mais il va pas tarder. Donc, allez courir, vous défoulez, vous aérez un peu. Alors je vous avais prévenu, et en plus c'est pas simple avec les micros. Natacha a préféré s'exprimer en anglais, je pense qu'elle était plus facile à comprendre qu'en français. Ou en français, quand elle parle, c'est parfois compliqué. Ah bah si, il est là. Voilà, j'avais pas vu. Je t'ai vu arriver, je t'avais oublié. Tu vas bien?